Monsieur le directeur général, pourquoi EDC expose au SAGO? Comme vous le savez, EDC c'est le bras séculier du gouvernement. Donc quand on parle de l'action gouvernementale, on ne peut pas ignorer les actions que EDC porte pour le compte du gouvernement. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on profite pour présenter un certain nombre de réalisations récentes. Puisque tout le monde connaît les choses comme le Baye Lompanga, mais il y a beaucoup d'autres réalisations plus récentes. C'est ce qui nous intéresse plus. Quel est le score de EDC au sujet des infrastructures, thème de ce SAGO? EDC a ces dernières années eu à réaliser les infrastructures de transport d'énergie. À partir du barrage de Membélé, nous avons été mandatés par le gouvernement pour parachever le barrage de Membélé en construisant des lignes de 225 kV qui sont parties de Niabissan à Nkolkoumou, à Yaoundé, à Hala, et puis ce sont des infrastructures de transport d'énergie. Et puis nous avons réalisé un pont important de plus de 100 mètres sur le Lom, qu'on appelait le pont sur le Touraké, c'est une mesure de réalisation, disons, du plan de gestion environnementale et sociale du projet de Lompanga. Évidemment, nous sommes en train de parachever l'usine de billets de Lompanga. J'allais oublier ce qu'on appelle le PRERED, c'est le projet d'extension des réseaux. Nous avons électrifié à peu près 800 villages dans notre pays. Votre réalisation phare est l'usine de Lompanga. Quand sera opérationnelle son usine de pied? Mais l'usine de pied a déjà démarré. Elle est en cours de mise en service. Quelques dates pour vous édifier, c'est que la première turbine a fonctionné depuis le 20 mai. Fonctionnait, mais débite déjà sur les réseaux de l'Est. Cette première turbine de à peu près 8 MW fonctionne déjà. La deuxième et la troisième turbine vont certainement être mises en service avant fin septembre. C'est-à-dire on aura les 2 et 3 ensemble. À ce moment-là, à fin septembre, nous aurons donc 3 turbines de cette usine de pied qui vont saturer complètement l'alimentation de l'Est. Puisque, comme vous savez, la demande de l'Est est de l'ordre de 16 MW. Donc si nous avons 3 turbines, on a plus de 24 MW, ça nous permet d'avoir de la marge. Et puis nous espérons, nous sommes en train de travailler pour que, disons, avant fin octobre, la 4e turbine soit sur le réseau, ce qui nous conduit à dire que quand nous avons annoncé qu'on aura les 4 turbines avant la fin de l'année, ce n'était pas l'heure, c'est la réalité. Certains quartiers de Yaoundé viennent de vivre 48 heures de délestage continu. Comment juguler ce phénomène d'interruption du courant électrique? Cette question m'a été posée au siège de la JICAM à Douala. J'avais prévenu les gens qui me posaient la question que, attention, j'ai l'obligation de réserve, étant dans une entreprise publique. Mais j'ai quand même dit un certain nombre de choses, pas en ma qualité de directeur général de EDC, mais en ma qualité de conseiller du gouvernement, un peu comme un expert reconnu par le gouvernement. Et ce que nous avons dit aux gens, c'est que le gouvernement, quand la crise énergétique était à son comble, a commencé par les plus importants, c'est-à-dire régler la question de production. Cette région de production est boostée par le barrage de Lompanga. Ce barrage de Lompanga a permis maintenant d'augmenter le débit régularisé à Sonlolo et Déa et qui permet maintenant de construire Nachiga. Parce que sans Lompanga, il n'y a pas de Nachiga. Maintenant, à partir du moment où cet ouvrage est réalisé, et nous avons aussi pérennisé Membélé, ça veut dire qu'on a réglé la question de la production. Maintenant, la Sonatrel est en train de s'activer pour régler la question du transport. Il reste maintenant la distribution. La coupure dont vous faites allusion est une coupure qui a 2 origines. Première origine, c'est une disponibilité au barrage de Sonlolo, avec un groupe qu'ils ont perdu, qui a occasionné le délestage. Pourquoi il y a des indisponibilités à Sonlolo? C'est que je suis obligé de le dire, et nous n'a pas respecté ses engagements en matière de maintenance de l'outil de production. Donc c'est un problème, je peux en parler d'autant plus ouvertement que je ne fais que répéter les propos de Monsieur le ministre de l'Énergie. Voilà.
qui avait dit ouvertement que Enios n'avait pas respecté ses engagements. Donc, ces indisponibilités dans les barrages, malgré l'eau, sont de nature à occasionner donc des délestages partiels ou massifs à Yaoundé, Douala et même dans l'antenne de l'Ouest. Mais ces indisponibilités sont en train d'être adressées par Enios pour qu'on retrouve la stabilité. Mais ça veut dire que ça, c'est l'indisponibilité des centrales existantes. Maintenant, le plus important des coupures, c'est la distribution. Et comme vous le savez, c'est Enios qui est l'opérateur en charge de la distribution. Et vous savez que je n'ai plus un secret pour personne que l'Actis, qui est le partenaire stratégique d'Enios, est en train de partir. Bon, alors maintenant, le gouvernement peut être amené à prendre des décisions stratégiques par rapport à ce départ. Et quand je vous ai dit ça, je n'en dirai pas plus. Quels sont les effets induits du barrage de Lompanga? C'est certain, c'est évident, puisque depuis quelques années maintenant, on a d'abord un volet important d'augmentation du niveau de vie des populations. C'est pour ça qu'en marge de la construction du barrage de Lompanga, nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures sanitaires, scolaires, et puis maintenant nous avons participé au développement de la pêche à l'Est. Et cette pêche génère aux populations de l'Est au minimum 5 milliards par an. Et ça ne va faire qu'augmenter parce que dès que l'électricité arrive, parce qu'on est en train de finaliser l'électrification rurale à l'Est, il y aura maintenant des chambres froides. Donc les pêcheurs pourront, la pêche deviendra industrielle. Ça, c'est des effets induits immédiats à partir du barrage Lompanga. Maintenant, nous sommes en train d'électrifier 150 villages à l'Est. Ces 150 villages vont certainement booster l'économie. Évidemment, dès qu'on met en service les 4 turbines de l'usine de l'EPE Lompanga, on va démanteler complètement la centrale thermique de l'Est. Et nous sommes maintenant en train de travailler dans notre rôle de conseiller du gouvernement, de changer ce que nous appelons le mix énergétique. C'est-à-dire au lieu de faire le thermique et l'hydroélectricité, maintenant de coupler l'hydroélectricité avec du solaire. Nous sommes maintenant en train de voir, nous avons maintenant un grand projet avec la Banque mondiale pour faire ce que nous appelons le solaire flottant. C'est-à-dire on utilise la retenue pour déployer les panneaux solaires au lieu d'aller chercher le problème foncier, etc. Et une fois qu'on a déployé les panneaux solaires, on règle 2 problèmes. Ça veut dire qu'on a maintenant une énergie plus écologique. Suivez mon regard. Deuxièmement, on limite l'évaporation de la retenue. Et puis nous avons maintenant 1 kWh qui, de mon point de vue, devrait baisser. Pourquoi faut-il continuer à construire des barrages pour sécuriser la production de l'énergie? Nachigal est maintenant en train d'être mis en service. On a des dates, on annonce la première turbine avant la fin de l'année. Maintenant, il y aura un autre problème à régler, c'est que cette énergie de Nachigal soit consommée par un réseau qui est fiable. Et ça, c'est aussi d'autres sources que nous adressons en ce moment. Et maintenant, vous savez que le modèle économique de Nachigal, c'était ce qu'on appelle le take or pay. Ça veut dire que Enios va payer l'énergie même si elle ne consomme pas. C'est un modèle économique, bon, je peux dire que je n'étais pas d'accord avec ça, mais il est là, le barrage est là, et je crois que le gouvernement va certainement prendre des mesures pour renégocier même ce take or pay, pour que cette énergie, à partir des 60 premiers mégawatts, soit directement injectée dans le réseau à partir de Nyom. Et entre Nyom, Oyomaban, et nous voulons faire une ligne de Nyom, Angousso, ligne 90 km, pour que cette énergie soit directement injectée dans Yaoundé. Donc, c'est pour ça que je dis que dans l'immédiat, la question de la production est réglée. Mais il faut savoir que la croissance de la demande est à peu près 10% par an. Quand tu multiplies 10%, au bout de 4 ans, ce n'est pas 10 fois 4, c'est factoriel 10. C'est factoriel, donc ça veut dire que c'est démultiplié.
Donc c'est pour ça qu'on est obligé de construire encore d'autres barrages. Dès qu'on met en service Nachtigal, dès qu'on met en service Kikot, et maintenant le problème des barrages, c'est que ça prend beaucoup d'argent et le gouvernement ne peut plus seul supporter ces coûts importants d'infrastructures avec des méthodes classiques, avec par exemple des financements, disons, concessionnels. C'est pour ça que le gouvernement insiste beaucoup maintenant sur ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Ça veut dire qu'on a des privés qui apportent leur argent et qui se monnaient, qui se rémunèrent sur l'énergie additionnelle avec l'accord du gouvernement. C'est un schéma extrêmement important qui est une nouveauté du gouvernement. On a commencé avec Nachtigal, ça va se poursuivre désormais. Pour construire les barrages maintenant, on ne va plus attendre les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale. On va maintenant utiliser les partenaires publics et privés. Et c'est un schéma que le gouvernement veut absolument soutenir. Pourquoi le modèle économique d'achat du courant électrique take or pay de Nachtigal vous semble problématique? Lorsque le modèle économique de Nachtigal a été mis en place, on n'avait pas prévu la quasi-faillite d'Eneo. Puisque le partenaire stratégique de Eneo, qui est Actis, est en train de partir. Voilà. Tout le monde le sait. Ça veut dire qu'il faut maintenant revisiter ce modèle économique pour que le problème du schéma de take or pay avec une entreprise qui est en difficulté financière peut ne plus être la solution aujourd'hui. Mais ça veut dire que le gouvernement, le gouvernement a tendance à régler ce genre de problème, c'est-à-dire en s'adaptant à la nouvelle donne. C'est pour ça que je vous parle de ce take or pay. Je ne peux pas me permettre de répondre à des questions sur ce secteur sans évoquer cette difficulté de l'heure, qui sera certainement et qui fera probablement l'objet de beaucoup d'attention, beaucoup de discussions ces derniers jours, voire ces dernières semaines.